concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer comment on va déclarer ces plus-values pour être bien dans les clous et pour qu'il n'y ait pas de problème? Ouais, ce qu'il faut faire, c'est déjà se poser deux questions. Est-ce que j'ai des comptes d'actifs numériques hors de France, oui ou non? Est-ce que j'ai fait des cessions imposables l'année dernière, en 2023? Donc vers l'euro? Vers l'euro, c'est ça. Si on a des comptes, il ne faudra pas oublier de faire sa déclaration de compte. Donc c'est un formulaire qui a fusionné avec le formulaire de déclaration des comptes financiers. Donc aujourd'hui, on va vous demander quelle est la nature du compte. Vous allez cocher financier, actifs numériques ou assurance vie. Vous allez déclarer vos N26. Il ne faudra pas oublier de déclarer votre Kraken. Et la deuxième étape, c'est que si vous avez des cessions, il va falloir déclarer chacune de ces cessions sur un formulaire dédié qui a le numéro 2086, la déclaration des cessions d'actifs numériques que vous pourrez sélectionner en fait dans votre espace. Et pour chaque cession réalisée l'année dernière, vous allez devoir déclarer la date de la cession, le montant en euros de cette cession et deux données beaucoup plus compliquées à retrouver a posteriori, la valeur globale de votre portefeuille, donc toute crypto confondue, tout support confondu, de tous les membres du foyer, donc ceux qui ont des enfants qui ont de la crypto, en plus ça va être très compliqué, et le prix total d'acquisition du portefeuille, tout simplement pour pouvoir faire le ratio et déterminer la plus-value globale latente et imposer une fraction de cette plus-value. Et donc c'est pour ça qu'un des conseils généralement c'est vraiment de suivre son portefeuille par étapes et au moment de la cession imposable, de noter quelque part la valeur de son portefeuille parce que si entre-temps il s'est écoulé un an et qu'il y a eu plein d'opérations, c'est super compliqué sans un outil de reconstituer en fait en arrière son portefeuille et de le valoriser. Donc ça, il faudra le faire pour chacune des sessions et c'est la somme de toutes les plus-values qui en résultent qui sera automatiquement portée sur la bonne case de la déclaration générale de revenus. Et qui passera du coup à la flat tax. Exactement, à 12,8% d'impôt plus 17,2%. Et pour les plus chanceux, ceux qui font des cessions d'un montant significatif, des plus-values significatives, il ne faudra pas oublier la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, qui est un impôt assez récent, mais que les gens oublient souvent, qui s'applique en gros pour un particulier sur les revenus qui sont supérieurs à 250 000 euros, à un taux de 3% en plus, et à un taux de 4% si les revenus sont supérieurs à 500 000. Et ces seuils sont doublés quand on est en couple. Que des bonnes nouvelles. Pour clôturer ce sujet, une fois que tu as été contrôlé, que par exemple l'État, l'administration a dit, toi c'est 10% de pénalité, ça clôt le dossier, ils pourront revenir dessus? En fait, à la fin du contrôle, normalement, il y a un principe, c'est que tu peux pas être contrôlé une nouvelle fois pour les mêmes faits. Et au titre d'une même année, bien sûr. 3 ans plus tard, on peut reprendre un contrôle. Mais normalement, ça clôt le sujet, ça fige les prétentions de l'administration en quelque sorte. Par contre, il y a un temps potentiellement important qui s'écoule entre le moment où tu reçois le résultat du contrôle et le moment où tu payes l'impôt. Parce que, comme je disais, il y a une phase de contestation qui peut être assez longue et très très longue quand tu vas jusqu'à saisir une juridiction. Et pendant cette période, normalement, tu bénéficies de ce qu'on appelle un sursis de paiement. C'est-à-dire que t'es pas tenu de payer ce que te réclame l'administration, tu le payes une fois qu'un juge s'est prononcé. Alors tu dois constituer des garanties pour éviter d'organiser ton insolvabilité et si tu perds, tu supportes les intérêts de retard, donc potentiellement si c'est à plus de 5 ans ça peut être important, mais vous qui connaissez bien les taux d'intérêt, le taux d'intérêt de retard il est quand même assez faible puisqu'il est de 2,4% par an, donc selon les périodes ça peut ne pas être un trop gros risque. Si vous investissez en bourse, vous savez que suivre son patrimoine et ses performances peut être compliqué. Avec Finari, vous pouvez synchroniser plus de 20 000 banques et établissements partout dans le monde, que ce soit votre assurance vie, votre PEA, votre compte crypto, vous pouvez tout avoir automatiquement au même endroit. Notre plateforme sécurisée permet également de suivre votre performance, les dividendes que vous allez toucher et les revenus passifs que vous générez. On vous aide même à gérer votre budget et à gagner encore plus d'argent en débusquant les frais cachés que peuvent contenir votre patrimoine. Finari, c'est l'outil indispensable si vous voulez gérer votre patrimoine et assurer votre avenir financier. Afin que vous puissiez profiter de toutes les fonctionnalités, je vous offre 20% sur notre abonnement avec le code qui s'affiche à l'écran. Allez, on retourne au talk. C'est quoi le plus gros redressement crypto dont tu as entendu parler en France? Sur des particuliers, c'est généralement les gens communiquent assez peu sur le sujet. Tu m'étonnes. Après, nous, on a pas mal de redressements. Enfin, généralement, les redressements qu'on a, c'est systématiquement des redressements qui conduisent à des impôts supplémentaires supérieurs à 1 million d'euros, quoi. Après, ça peut aller beaucoup plus haut, mais j'ai pas de visibilité sur l'ensemble, quoi. Les gens sont assez discrets sur ces sujets. On a pas mal parlé des risques de ne pas déclarer. Du coup, est-ce que tu peux nous dresser le portrait de la fiscalité crypto en 2024 en France ? Du coup, c'est une fiscalité complexe. En fait, il y a deux cas. Parce que le secteur évolue et les investisseurs évoluent aussi pas mal, finalement, dans leur profil. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut placer un peu d'argent dans la crypto pour diversifier son patrimoine et qui n'est pas un dégène DeFi, pour lui, ça va pas être si compliqué que ça. La logique, c'est que on a une fiscalité qui est à peu près similaire dans les taux à celle des actions. On a une fiscalité avec un taux forfaitaire à 30% et la possibilité flat tax, voilà, et la possibilité d'opter pour le barème progressif si c'est plus intéressant. Donc sur le taux, on est pareil. Ce qui va changer par rapport aux actions, ça va être les modalités de calcul et l'effet générateur d'imposition. En fait, en crypto, le choix qui a été fait, c'est d'imposer les transactions que lorsque les cryptos sont vendus contre autre chose que de la crypto. Donc principalement contre des fiat, euros, dollars, ou
en cas de paiement de biens en crypto. Nous, on accepte les paiements en crypto. Si quelqu'un paye ma consultation en Bitcoin, pour lui, c'est une cession imposable. Donc ça, c'est le premier truc à avoir en tête. Chaque année, il faut regarder ce qu'on a fait comme cession imposable. Ensuite, la deuxième originalité, c'est que sur ces cessions imposables, pour déterminer la plus-value ou la moins-value, on va pas faire comme une action prix de vente moins prix d'achat de la crypto qu'on a vendue. On va regarder l'état global du portefeuille et on va imposer une fraction de la plus-value latente de ce portefeuille. Donc autrement dit, si notre portefeuille au global il est à 40% de plus-value et que je cède 1500 € de crypto, même si c'est une crypto qui est elle-même en moins-value, j'aurai 40% de 1500 € qui sera de la plus-value imposable. Donc c'est un mécanisme un peu original qui s'explique pour plein de raisons. Et en fait, ce qui est imposable, c'est la somme de toutes les plus-values et de toutes les moins-values qui ont été réalisées au cours d'une même année. Les moins-values vont venir se compenser, mais uniquement sur des plus-values au cours de la même année. Je crois que sur les actions, tu peux reporter exactement les plus ou les moins-values, surtout en fait, jusqu'à 10 ans. Ouais. Pourquoi ce choix a été fait? C'est hyper désavantageux pour la crypto. C'est hyper désavantageux et les justifications qui sont apportées, elles sont pas très, très honnêtes. En fait, l'argument principal du fisc là-dessus et de Bercy, c'est de dire, comme on vous a fait un régime avec une neutralisation des échanges entre cryptos, vous êtes totalement maître de votre fait générateur d'imposition. Parce que si vous voulez plus être exposé, vous passez en stablecoin, vous n'avez pas d'impôt, et c'est vous qui décidez quand vous passez en fiat et quand vous payez de l'impôt. Et donc c'est un peu ça l'argument. Mais c'est un argument qui est assez déconnecté de la réalité en pratique, parce qu'il y a plein de gens qui ont besoin de sortir du cash, qui ont un besoin de financier, qui n'ont pas le choix d'attendre de revenir en plus-value ou d'attendre un bull market. Et il y a plein de gens qui reçoivent aussi des revenus passifs, et là aussi ça peut poser problème à ce niveau-là. Donc c'est un argument qui est un peu de mauvaise foi, c'est un truc qui pourrait bouger. Je sais que le secteur le réclame chaque année dans le cadre des lois de finances. Ça évolue peu. Ça pourrait peut-être bouger au contentieux parce qu'il y a aussi, comme tu le disais, une rupture d'égalité par rapport au régime des actions.